Merci d'être venu. Alors peut-être qu'il y a d'autres personnes qui vont arriver en cours, bien sûr. On va les accueillir. Je vais vous présenter la course de la Golden Globe Race. Donc la course que je vais faire d'ici 2 mois, un tout petit peu moins de 2 mois maintenant. C'est juste une course assez extraordinaire, donc je vais vous montrer d'abord l'histoire de la Golden, après la course en elle-même, et puis après je vais vous montrer le capitaine, le bateau et toutes les conditions pour le faire. Je vais vous passer aussi des petites vidéos qui vont vous permettre de bien voir les choses, parce qu'on a beau dire les choses, et ben en fait il faut vraiment le vivre. Alors vraiment pour le vivre, il faudrait que je vous bouge un peu et puis que je vous arrose un peu aussi, mais bon on va pas faire tout ça. Voilà, ça bouge tout le temps. Sur le bateau, vous vous tenez tout le temps comme ça. Et voilà. Sur une vidéo, il y a un moment où je m'habille. Et on ne comprend pas vraiment parce que le bateau est entièrement incliné. Et puis je passe peut-être 1 ou 2 minutes à m'habiller. Juste, je retire un pull. C'est juste... Voilà, ici, tout est stable. C'est plus facile. C'est my passion. Sailing for many years, always wanted en solitaire. I think it's a challenge. I will get to know myself in a different level, but I'm expecting to it, and it's one of the reasons why I'm here. No? The main reason I think I want to go do the Golden Globe Race is to try and win for Ireland. Je suis un petit peu énervé, je suis un petit peu excité. Ça s'approche. Puis là, je vois les autres skippers, c'est super. Je suis pas trop inquiète. C'est l'inconnu qui est le plus inquiétant. I love sailing, and it was a great experience to be at sea, and I just want to do it again. For me, the GGR is a masterpiece of sailing, I would say. It's kind of the thing you can reach. La durée, qui est quand même exceptionnelle. Je pense que personne n'est capable de se projeter ou de se programmer sur une durée aussi longue. It's special. It's a special place to start an event like GGR from. So yeah, I love it. It's fantastic. The Sable d'Olonne is the capital of single-handed sailing in the world, and it's a fantastic place. C'est l'histoire des Sables d'Olonne, le courage de prendre le large. C'est comme ça que la ville s'est construite. On a la Golden Globe Race, la Vendée Arctique les Sables d'Olonne, le Vendée Globe. Quelle meilleure publicité sur l'esprit de conquête, l'esprit d'aventure et la qualité de cette ville des Sables d'Olonne que ces événements nautiques-là. About to see another grand adventure that no one can predict what's going to happen. So it's becoming very real. Ça, c'était en 2018. Le premier, c'est le plus âgé, c'est Jean-Luc Vandenet qui a gagné, 72 ans, 73 ans. C'est ce qui fait dire à Loïc Perron que c'est une course de vieux. Il dit ça aussi du Vendée Globe. Alors, bon, c'est 72 ans ou 73 ans, mais c'est l'expérience qui parle. En fait, c'est pas une course effroyablement physique, c'est une course mentale. C'est le mental qui joue. Donc du coup, on est à égalité homme-femme. Il pourrait y avoir complètement la parité dans la course. Alors après, vous avez Marc Slatt. Marc Slatt, c'était une brute épaisse, un colosse, et qui a donné à fond pour le bateau, à fond pour gagner, mais il était juste derrière Jean-Luc. Uku Randma est un... de mémoire, c'est un lettonien, ou lituanien, ouais. Et c'est un chef d'entreprise, c'est un amateur. Il n'avait pas prévu assez de nourriture, donc du coup il a fait un super régime. Et dès le départ, tout le monde lui avait dit mais t'as pas assez de nourriture, mais il a dit non c'est pas grave, je verrai. Voilà. L'important c'est de jamais s'inquiéter. Istvan Kopar, c'est celui qui dit qu'il arrête la voile et qu'il va se mettre au jardinage. Et je crois qu'il a pas refait de voile depuis, pour l'instant.
Il a été très très long parce qu'il avait beaucoup de choses qui étaient accrochées à sa coque et du coup il n'a pas pu avancer aussi vite qu'il voulait et ça a été très très pénible pour lui. Et puis le dernier c'est Tapio Lehtinen. Qui a été encore plus long parce que justement lui il avait encore plus de, on appelle ça des pousse-pieds ou des barnacles qui s'accrochent. Pousse-pieds ça peut se manger, alors pas sur une coque hein. Et ben il avait ça sur sa coque partout et il avançait plus. Alors plus dur que de le faire une fois le Golden Globe, lui il le refait une deuxième fois. Et donc il est avec nous dans notre course là. Là ça devient de la perversion, le faire deux fois, il faut quand même il y a quand même une passion vraiment. Voilà. Bon ça c'était en 2018, 50 ans après la première course en 68. Voilà. Ça sonne un peu par là-bas. On va pouvoir, on va commencer la truc. Oui. Vous êtes toujours d'accord avec ce classement, moi que je trouve absolument honteux, c'est Bernard Moitessier qui a gagné la course. Ah. Il a fait un tour et demi, moi je l'ai connu, c'est à cette époque-là que j'ai construit mon propre bateau. Je suis désolé, mais c'est lui qui l'a fait. Hein. Moi, personnellement, alors là, il y a deux écoles. Donc, français, Bernard Moitessier a fait la course la plus classe et il a gagné par échec et mat. C'est-à-dire qu'évidemment, il n'a pas gagné la course et le... Bon, je vais vous raconter l'histoire de Bernard Moitessier, mais... Les Anglais disent le contraire. J'ai discuté avec plein d'Anglais, ils soutiennent mordicus que Bernard Moitessier n'aurait jamais gagné. Et oui, mais la mauvaise foi, c'est une œuvre d'art. Hein. C'est des beaux trucs, mais... Voilà. Bon, je vais vous raconter la course. Alors la Golden Globe Race, en fait, c'est la course du Golden Globe. Et la course du Golden Globe, au départ, c'était une idée... Pour nous, c'est une idée d'un Français. Là, c'est un Français qui s'appelle Bernard Moitessier, qui était un marin des années 60, qui rentre de Tahiti jusqu'à Alicante en Méditerranée en une seule étape. Donc il passe sous le Cap Horn avec un bateau qu'il a fabriqué, bateau acier, qui s'appelle le Joshua. Et pour l'exemple, il passe son premier Cap Horn, il n'a pas de winch, c'est-à-dire que il n'a pas d'appareil qui démultiplie la force. Il met un palan avec un nœud particulier. Honnêtement, sans winch, il y a du bonhomme quand même. Il y a quand même du niveau. Et puis il se dit, mais le truc que je peux faire après, la chose que je peux faire après ce grand voyage, le tout, ce serait après tout un tour du monde en solitaire, parce que Bernard Moitessier, il est bien en mer, et il est en équilibre là-dessus. Et il commence à en discuter comme ça un petit peu, et puis ça commence aussi à naître dans d'autres idées, dans d'autres esprits en Angleterre, avec Chichester, un grand marin, qui fera un tour du monde avec une escale. Et on se dit, le truc d'après, c'est sans escale. Donc peu à peu, ça commence à naître en France et en Angleterre. Les Anglais, ils sont traumatisés parce que quelques années avant, Tabarly a gagné la Transat anglaise. Et ça a été un trauma. Un trauma. D'ailleurs, j'ai discuté avec plein d'Anglais, ils m'ont dit, ouais, mais il était aidé par l'armée, etc. Mauvaise foi, c'est génial. Mais on est forcément aidé, il y a forcément des équipes derrière. Mais par ailleurs, il y a eu plein d'équipes anglaises de voile qui ont été aidées par l'armée anglaise. Donc non, ça s'argumente pas. Donc du coup, naît un peu partout l'idée que la course ultime, ce sera un homme, un bateau, un océan. Ça, c'était la Transat anglaise, l'idée de traverser en solitaire. C'est déjà une course importante. Et l'idée après, c'est un homme, un bateau, 3 océans, un tour du monde. Au début, on n'était pas sûr que ce soit faisable. La course mythique, elle est fabriquée, elle est créée par un journal qui, de mémoire, c'était le Sunday Times ou le Daily Mirror, je ne sais plus, c'est l'un des deux. À l'époque, les journaux avaient beaucoup d'argent, et donc ils proposent 5000 livres à celui qui, alors 5000 livres sterling, à celui qui, le premier, fera le tour du monde en solitaire sans escale. Et ils proposent 5000 autres livres à celui qui le fera le plus rapidement. Comme ils n'étaient pas sûrs qu'il y ait des participants, ils disent, c'est simple,
Pour être inscrit, il suffit de partir. C'est simple, hein. Il suffit de partir entre juin et octobre, d'un port anglais, n'importe lequel. Vous partez d'un port anglais entre juin et octobre, vous êtes inscrit. Bon, j'aurais pas eu de problème pour m'inscrire hein, sur ce coup-là. Et donc, il y a 9 fous qui vont partir. Sur ces 9 fous, il y aura Bernard Moitessier, Loïc Fougeron, qui est un autre Français. Il y aura Robin Knott Johnston, qui est un Britannique. Et il y aura plein d'autres personnes avec que des caractères incroyables et des bateaux absolument déments. Voilà. Cette première course, on part avec le bateau qu'on a. Ça peut être un bateau assez grand. Il y avait un Italien qui avait un bateau très grand, mais il n'a pas été prêt à temps. Il y a un Breton de Brest, alors moi je l'appelle Bernard, mais il doit avoir un nom de famille, qui fabrique toutes les répliques des bateaux de l'époque. C'est superbe à voir. Et le bateau de l'Italien, il est juste énorme à côté des autres. Et donc ça, c'est le bateau de Bernard Moitessier. Alors Bernard Moitessier, il fabrique un bateau avec les moyens du bord. Hein. C'est un mec débrouillard. Hein. Alors le bateau, c'est quelqu'un qui fabrique des camions-citernes, qui lui fabrique les soudures. Il a un architecte qui lui fait les plans. Bernard Moitessier, il se dit, c'est un peu petit, je vais les augmenter de 1,5. On n'augmente pas des plans d'architecte marine en d'1,5. On peut avoir des gros soucis. Mais lui, il est au feeling, il fait ça. Les mâts, il n'a pas de sous. Hein. Alors les mâts, il y aura un des 2 mâts qui sera un poteau télégraphique. Les manches à air que vous voyez, en fait, pour faire respirer le bateau, que vous voyez ici, c'est des chambres à air. C'est des chambres à air de roue. Et il utilise les chambres à air pour tout. Il s'en sert pour faire des tendeurs, pour faire n'importe quoi. Il est extrêmement débrouillard. Il trouve que les bottes de marin, ça coûte trop cher. Hein. Alors il prend des bottes de paysans, vertes. C'est lui qui dit ça. Il retire la toile à l'intérieur et il dit un coup d'éponge, c'est sec, c'est vachement bien. Voilà, c'est quelqu'un d'assez rustique, mais très aguerri à la mer. Alors toutes ces voiles, c'est lui qui les a recousues, refaites. Il a récupéré des voiles. Hein. C'est une autre époque. Il écrira un livre qui est absolument mythique aussi, c'est La Longue Route. Si jamais vous le lisez, ça peut vous transformer. Moi, c'est comme ça que j'ai fait du bateau. Voilà, il y a des effets secondaires à lire La Longue Route, mais sinon, c'est un super livre. Ça, c'est les autres bateaux en 68 qui vont partir. Donc, vous avez sur la gauche le bateau de Robin Knott Johnston qui va gagner cette course. Alors lui, si vous lisez son livre, c'est A World of My Own, un monde à moi. J'ai jamais vu de traduction en français, c'est déjà un signe. Mais en fait, dans tout le livre, il explique qu'il a trop peur que ce soit un Français qui gagne et qu'il faut absolument qu'il gagne pour la reine. Les 40 premières pages. Bernard Moitessier, dans son livre, il dit moi je fais ça pour sauver mon âme. Voilà. D'un côté, il y a un romantique, de l'autre côté, il y a un patriote fou. Et c'est vraiment 2 mondes qui ne se sont jamais compris. Hein. Les Britanniques et les Français, depuis Jeanne d'Arc, il y a eu vraiment des soucis. Alors aujourd'hui, quand on parle aux Anglais, c'est évidemment Robin Knott Johnston qui a gagné, qui a été anobli par la reine après. Et Bernard Moitessier, pour eux, n'a jamais gagné. Vraiment, ça m'a troublé au début. Hein. Oui, mais si vous aviez connu Bernard et si vous avez lu non seulement ce livre, mais tous les autres. Bien sûr. Bernard est quasiment né. Il est né en mer. C'est un poisson volant, comme là. Et tout son livre, il explique justement, sa poésie de la mer, une âme en mer. C'est pas étonnant que le Carabra qui s'est arrêté aux Canaries, il n'avait pas compris. Il n'avait pas compris que partir en mer, c'est ma vie sur les océans. Je veux dire, effectivement, si vous n'avez pas envie d'être là, si vous n'avez pas le moral qui se promène, vous êtes loin de nulle part. Vous savez très bien qu'en dessous, hein, c'est définitif. Donc, il faut y être bien, il faut y être à l'aise. Et du coup, la partie mentale, de l'angoisse, de la solitude, on n'y pense pas. Le gros danger à cette époque-là, c'était la grande peur qui ne finisse pas, c'était le Méditerranée. Quand vous cassez comme encore récemment, quand il y a une casse en pleine mer, dans un océan en tempête.
Alors, comment voulez-vous survivre si vous n'avez pas quelqu'un qui vient vous aider? C'est extrêmement rare. Et on nous appelle aussi bien Bernard Moitessier que Pierre Cavois, si on fait une page, pour arriver à la côte tout en droite, vous démerdez tout ça, sur le premier notre page. Il en a fait 3 en tout, ouais. Ouais. Et jamais ils en renoncent parce qu'ils sont bien, quoi. Ils sont bien, c'est leur vie. Alors des Bernard Moitessier, honnêtement, il n'y en a pas beaucoup parce que lui, il est vraiment en équilibre avec la mer, en équilibre. Dans un mauvais temps, il va presque apprécier le mauvais temps. Quand il surfe sur des vagues immenses, et beaucoup seraient simplement tétanisés, et lui est fasciné. Pas forcément, il peut avoir peur, mais il reste fasciné tout le temps. Alors juste, Bernard Moitessier, il n'avait pas du tout de moyens de communication pour envoyer avec la Terre. Donc on lui avait proposé une radio pour pouvoir appeler, ce qu'on appelle une BLU, pour pouvoir appeler à travers assez loin, bande latérale unique qui se reflète dans la stratosphère et qui envoie, avec ma BLU, je peux appeler l'Afrique du Sud par exemple. J'ai une petite BLU, maintenant c'est tout petit. Hein. Mais à l'époque c'était un gros truc. Et il a dit non mais c'est trop lourd votre truc, j'en veux pas. Donc lui il a gardé une option plus simple, hein, à la Bernard Moitessier, hein, comme d'hab, hein, c'est le lance-pierre. C'est-à-dire qu'un lance-pierre, c'est simple, ça pèse pas lourd, il sait bien viser, il était habitué à viser quand il était gamin. Il prend les petites boîtes de pellicule 24-36 qu'on avait, voilà. Il met des messages dedans, et puis il va à côté d'un bateau de pêche, et il vise les mecs. Voilà. Et donc les mecs, ils se prennent un truc dans la tronche, et il dit, ouais, non, regardez bien, et tout, et hop, il y a un message, et il y a un message à envoyer. Et ça marchait, ça a marché. Hein. Alors c'est un peu rudimentaire, hein. Mais c'est efficace, et puis ça manque pas d'un certain panache. Bon, moi je vais utiliser la BLU. Hein. Donc voilà, donc, vous voyez, il y a plein de bateaux anciens, il y a des trimarans, on n'y croit même pas, il y a des grévants en jonque, comme la Chine. Il y a toutes sortes de bateaux, il y en a 9 qui sont partis, il n'y en a qu'un seul qui est arrivé, il y a un Français qui a fait 1 fois et demie le tour, lui il va faire une première fois le tour du monde. Et là, il va se passer le truc le plus extraordinaire. Une fois qu'il aura passé... je ne sais pas si j'ai une carte plus loin. Voilà. Là, je vous montre une carte qui est un peu plus loin, mais une fois qu'il va passer sous l'Afrique, sous l'Australie et sous l'Amérique, Cap Horn, en fait, c'est la partie où on était sûr de pouvoir le faire. Et bien, une fois qu'il va faire ça, il n'a plus qu'à, entre guillemets, remonter l'Atlantique. Et là, il va remonter pendant 1 semaine, et puis il va se dire, ça va être chiant, il n'avait pas envie de revenir en Occident. Alors c'était l'époque de 68, il y avait toutes les personnes qui se reposaient des questions, et puis, alors moi je ne sais pas si c'est vrai, mais à l'époque, moi j'avais entendu dire qu'il ne voulait pas serrer la main à De Gaulle, on ne saura jamais si c'est vrai, mais en tout cas, ça lui pose un état de conscience important, et il se dit, non, j'ai pas envie d'y aller. Il n'était pas sûr de pouvoir faire le premier tour, et bien il va tenter un 2e tour. Sauf que le premier tour, il l'a fait à la bonne saison, l'été austral. Le 2e tour, c'est en hiver. Et ça, c'est des régions, je vais vous montrer, c'est des régions en hiver. Même pas en rêve, vous voulez y aller, c'est pas possible. Mais il va oser quand même. Alors, il va être beaucoup plus sobre dans son livre pour raconter le 2e tour, mais il va se prendre des raclées sur raclées. C'est normal. Donc il va coucher le bateau, etc. Donc il va remonter un peu, il va refaire Cap de Bonne-Espérance, refaire Cap Lewis, repasser là-dessus, et il va aller, hop, en Polynésie. Et ouais. Pendant longtemps, ça a été le plus long trajet en solitaire fait par un voilier. Voilà. Bon, tout ça au sextant, bien sûr. Donc ça, c'était en 68. Oui, plus, hop, ici. Alors en 68, il y a eu aussi plein d'histoires avec cette course où il y a une personne qui a menti sur sa trajectoire, qui n'a pas réussi à assumer son mensonge et qui s'est suicidé dans la course. Il y a eu un bateau en triangle, enfin en trimaran, qui s'est disloqué en arrivant aux Açores. Il me semble que c'est Tetley qui a fait ça. Voilà, ça a vraiment, il y a vraiment eu beaucoup de problèmes. Et voilà. Et l'autre Français, Loïc Fougeron, n'arrivera pas, il va avoir des problèmes, et puis il refera le tour avec un autre bateau. Donc,
50 ans plus tard, on a créé, enfin pas moi, hein, un Australien crée une course analogue à celle de 68, qui a marqué des générations de marins. Hein. Et en 68, ça a aussi, plus tard, le Vendée Globe. Le Vendée Globe s'est inspiré de cette course. Mais il a fallu du temps le Vendée Globe, parce qu'il n'était pas sûr... Pendant longtemps, au Vendée Globe, on disait ils vont à la mort, le premier Vendée Globe. Donc 50 ans plus tard, l'Australien se dit je vais recréer cette course à l'ancienne, avec des vieux bateaux, et sans moyens technologiques modernes, c'est-à-dire pas de GPS, pas de données météo, et peu de communication avec la Terre. Donc voilà, on va utiliser des vieux bateaux de série, pas des prototypes. Donc des bateaux qui seront entre 10 mètres et 11 mètres. Alors le mien fait 10 mètres. On va utiliser uniquement le sextant. Alors le sextant, c'est un petit appareil comme ça. Alors là, ça j'en ai deux en fait, au cas où il y en a un qui tombe en panne. Ça vous permet d'aligner un astre sur l'horizon, et avec ça, de savoir sur quel endroit sur la planète Terre vous êtes. Vous faites un trait, vous êtes sur le trait. Quand vous dites le cas où il y en a un qui tombe en panne, je voudrais voir ça. Je veux dire, si on casse un miroir, Voilà. c'est ça, c'est mécanique, hein, c'est hyper simple. Hein. Tomber en panne, de toute façon, je vais pouvoir me débrouiller pour le réparer. Mais avec deux, c'est très facile parce que j'ai les deux de la même marque. Et donc, je peux changer les miroirs de l'un à l'autre. Voilà. On ne sait jamais parce que il suffit de pas en avoir deux. Puis, voilà. Alors, ici à Terre, ça ne bouge pas. Donc, c'est facile. Hein, je peux vous aligner le soleil, une étoile ou la lune sur l'horizon, très facile. En mer, ça va bouger énormément. Il va falloir se maintenir. Pouvoir aligner l'horizon et pas une vague, parce que des fois c'est des vagues l'horizon. Donc moi je veux le vrai horizon. Et il va falloir que je réussisse à faire le niveau de l'astre le plus précisément possible. Et dès que je l'ai, je regarde les secondes, les minutes, les heures. D'abord les secondes, parce que plus c'est précis en heures, plus je suis précis en points. Et après j'ai un petit peu de calcul à faire. Vous n'avez pas le droit d'emmener la calculette? Non, j'en ai une super et j'ai pas le droit de l'emmener. En fait, je suis... donc on est sur des livres, comme des annuaires, hein, les éphémérides nautiques, et puis les tables... Alors moi je suis sur les HO 249, mais... tout simple. Hein. Ah, tout simple. Je veux dire, non mais les trucs qui existaient il y a 50 ans et plus. Hein. Il y a des astronomes qui ont écrit des annuaires de position et puis des tables algorithmiques qui nous permettent de savoir... Un peu comme la table de trigonométrie qu'on était à l'école. Ouais, mais elle faisait 3 pages. Elle faisait 3 pages. Là, j'ai 3 tomes comme ça. Cauchemar. Donc voilà, la course en 2022, départ des Sables d'Olonne. Un passage, alors il y a des portes, il y a des endroits où on va déposer des photos, on ne s'arrête pas. Mais on dépose des photos à l'organisation. Donc il y a aux Canaries. Aux Canaries, on passe avec une voilure réduite et puis on dépose des photos. Voilà, cette année, ils veulent qu'on passe aussi à Cape Town. Donc ça ne plaît pas beaucoup aux marins. Et puis en Tasmanie, sous l'Australie. Parce qu'en fait, il y a des endroits pourris. Il y a des endroits tout moches. Le golfe de Gascogne, c'est pas un endroit sympa. Hein. C'est notre endroit à nous, on connaît bien. Mais quand ça commence à avoir du mauvais temps ici, c'est juste terrible. Parce qu'on est à 47 degrés nord, parce que ça coince, il y a des obstacles partout, parce qu'il y a beaucoup de circulation. Eh bien, Cape Town, vous avez beaucoup de circulation de bateaux. Donc ça, c'est déjà des obstacles. Vous avez un courant qui descend ici. Vous avez des vents qui sont dans ce sens-là. Les vents qui sont dans le mauvais sens, ça vous montre des mers qui sont monstrueuses. En fait, des fois, c'est pas la hauteur de la vague qui est méchante, mais c'est la longueur d'onde. Enfin, il y a plein de choses sur les vagues. Et là, j'ai des bons marins qui m'ont raconté des choses pas sympas. Ouais. C'est forcément vrai. C'est pas une escale entre guillemets raisonnable. Raisonnable. Tout à fait. Quand vous avez navigué dans le courant des 18, ça veut dire. Voilà. Alors,
Le cap de Bonne-Espérance, avant, s'appelait le cap des tempêtes, mais les marins ne voulaient plus y aller, alors on a changé de nom. C'est toujours un signe. Après, les caps des tempêtes, dans le monde, il y en avait plein. Hein. Donc voilà, donc là, il y a un passage. Et puis, sinon, en Tasmanie aussi. Donc sud de l'Australie, où on dépose des photos. Parce qu'en fait, on ne peut pas les envoyer par téléphone satellitaire, parce que les téléphones satellitaires vont envoyer aussi notre position GPS. Et nous, on ne doit pas avoir de position GPS, à part notre... Vous avez quand même le téléphone satellite blindé, sécurisé. On a un téléphone satellite avec une carte SIM qui est verrouillée dessus, qui est fixée, je ne sais pas, ils l'ont plombée, hein, et on peut appeler le comité de course. Mais on ne peut pas appeler notre famille, on ne peut pas appeler une équipe inter qui pourrait me dire, écoute, tu fais un peu plus nord et tu auras une meilleure route. Pas de routage, zéro routage. Zéro météo, c'est-à-dire qu'il y a des fichiers météo maintenant qui vous permettent de connaître les vents, les possibilités, des probabilités, et là on a zéro météo. Nous on a le baromètre, l'œil pour regarder les nuages, et on a un fax météo qui peut nous donner des cartes avec des isobars. Donc on a un fax météo qui existait il y a très longtemps, ça donne vraiment ce qu'on appelle le synopsis, qui est les zones de haute pression et de basse pression. Et vous avez suivi quand même, vous suivrez une formation d'apprenti météorologue. Ça fait un moment que je fais, ouais. C'est assez rapide au moins pour identifier. Ça fait 2 ans que je m'entraîne au baromètre et à la vue des cieux déjà. Et puis après, de toute façon, on a des bateaux qui vont lentement. Ils vont faire du 5 nœuds, 6 nœuds. Alors ça ne vous dit pas grand-chose, mais ça va vous faire du 10 km/h, on va dire. Et ce 10 km/h, s'il y a une dépression qui arrive, on va forcément se la prendre. On ne peut pas l'éviter. Donc de toute façon, la météo nous dira quand on va se ramasser une branlée, mais pas comment l'éviter. Donc de toute façon, quand on va là-dedans, on signe pour... Voilà. Quand tu dis que tu déposes, tu pourrais nous expliquer comment? Alors, ça dépend de l'endroit. Par exemple, aux Canaries, on réduit la voilure. Ils ont une épuisette, on leur met dans l'épuisette. C'est pas au lance-pierre. Hein. Sinon, les photos, vous n'êtes pas prêts de les avoir. Hein. Et puis en Tasmanie, on s'arrête 30 minutes à un petit truc, et on peut s'arrêter plus si on veut, on a le droit, mais on s'arrête 30 minutes dans une baie abritée, et là, ils vont vérifier si on n'a pas déplombé, on a un désalinisateur à main, si on l'a déplombé, on est éliminé. Alors, on n'est pas vraiment éliminé, on change de classe. Si on fait tout dans les règles, on est dans la classe Shuaili, c'était le nom du bateau de Robin Johnston. Et si on fait une escale, on est dans la classe Chichester. Le gars qui a juste déplombé son désalinisateur une fois ou qui a déplombé un truc une fois, il a quand même du mérite, entre guillemets. Donc il reste quand même, voilà. Mais l'idée, c'est d'être dans la classe Shuaili et de faire tout bien. Mais des fois, dans cette aventure, il peut arriver des moments où on a soif. Ouais. Une assistance médicale éventuelle? Alors on peut avoir une assistance médicale. On peut communiquer au bureau de course si on a, je sais pas, du blues ou un souci, etc. Ça, on a le droit d'appeler le comité de course. Mais on peut pas appeler quelqu'un d'autre. Oui, puis avant de partir, de toute façon, on a vérifié tout, ouais. Mais moi, j'ai encore l'appendicite. Par contre, non, je ne vais pas l'enlever. Maintenant, on a des médicaments, on a des antibiotiques au cas où il y a des anti-inflammatoires pour tenir. En cas de danger grave, oui, est-ce que vous pouvez alors si jamais j'ai, je sais pas, une infection, quelque chose de grave qui est subite, j'ai plein de valises. J'ai 2 valises, donc on appelle des EPIRB, c'est des valises où on déclenche et ça va directement à un satellite, ça nous donne notre position et l'appel de détresse. Et j'ai aussi des valises personnelles qui disent que je suis en détresse. J'en ai 4 en tout. Donc forcément, il y en a une qui va marcher, j'espère. Et là, ça va dépendre de dans quel patelin je suis. Si jamais je suis dans le golfe de Gascogne, en une journée, j'ai de l'aide. Et selon, je peux avoir un avion qui passe, un hélicoptère qui passe. Les hélicoptères, je suis à portée d'hélicoptère dans le golfe de Gascogne. Mais si jamais je suis... allez, on va faire le méchant. Hein. Si jamais je suis ici,
Et bien ici, il me faut entre 3 et 4 jours d'un bateau qui vient. Il n'y a pas d'hélicoptère qui soit capable d'aller venir me chercher. Les avions peuvent passer, certains pas tous, et me larguer des radeaux de survie. Mais il faut que j'aille les choper. Le radeau, il va atterrir à 100 mètres de mon bateau. Ils ne vont pas le jeter directement sur moi. Globalement, honnêtement, je suis pas malade. Voilà. Mais et si je suis malade, je vais me débrouiller. Mais il faut le côté terrien où je vais avoir de l'aide d'extérieur, parce que quand on est à terre, on a toujours de l'aide extérieure, on oublie. Comme il y a 50 ans, je vais me débrouiller tout seul et ça va marcher. Exactement. Et après, ça oblige à prendre des responsabilités. D'abord, ça oblige à bien préparer avant la course, hein, pour votre santé, les dents. Les dents, le dentiste ne veut plus me voir, hein, j'ai été trop, c'est bon, il n'y a plus rien. Mais on ne sait jamais, les dents, je peux pas. Ça peut être des infections graves. Tout ce qu'il peut y avoir de santé possible, hein, voilà. Mais après, on peut s'ouvrir, ça peut s'infecter, il y a plein de choses qui peuvent. Voilà. Donc, on peut se casser. Voilà. Bon, moi, je ne casse pas. Mais les autres, ceux qui cassent, ouais, ils appellent à l'aide. Là, on peut se faire des attelles. On a une formation pour se recoudre, faire des attelles, pour voilà. Et comment vous faites pour le sommeil alors, Eh ben, ça dépend de l'endroit. Dans ces zones-là, il y a beaucoup de bateaux. Donc là, c'est toutes les 20 minutes. On se réveille toutes les 20 minutes parce que la Terre est ronde. Et 20 minutes, c'est le temps que met un bateau en face, derrière l'horizon, là où je ne le vois pas. Parce que vous voyez, là il y a l'horizon, comme la Terre est ronde, je ne vois pas. Et ben moi, je suis ici, il va mettre 20 minutes pour venir me percuter. En plus, c'est la sécurité de prévention des abordages. Normalement, il faudrait que je fasse une veille constante et permanente. Mais c'est pas possible, il y a un moment où il faut que je dorme. C'est la loi. Mais en vrai, elle est constante et permanente toutes les 20 minutes. Donc toutes les 20 minutes, j'ai un côtier, hop, bip, ça sonne, je regarde les voiles, je regarde si j'ai encore le bon cap, parce que j'ai pas un pilote automatique, j'ai un régulateur d'allure. Donc mon régulateur d'allure, si le vent a changé, j'aurais changé de cap. Voilà. Et puis, je regarde s'il n'y a pas de bateau, et puis après, tranquille, je me rendors pour au moins 20 minutes. La classe. Et en tout, je dors tout le temps. Et vachement mieux que vous, c'est un luxe absolu. Alors, les 3 premiers jours, c'est pénible, mais après, c'est vraiment très agréable. Et on peut faire ça très très longtemps. Moi, je fais ça plus de 30 jours sans aucun problème, et après, à terre, j'étais en pleine forme. Sauf que quand vous abusez un peu de l'éveil, des fois, vous rêvez avec les yeux ouverts. Et en fait, vous avez une hallucination, mais vos rêves, ils sont débiles par définition. Hein. C'est des choses tout à fait farfelues. Et donc vous avez le fond avec la mer, plus des amis, un château fort, hein, je sais pas, une voiture, hein, dans la même image. Et ça fout les jetons. Mais ça, vraiment, ça fait une peur panique. Parce que des fois, vous avez un ami à bord, mais vous étiez tout seul. Hein. Comme dans un rêve, avec la certitude qu'il est là. Donc là, il faut tout de suite redormir. Tout de suite. Et dès qu'il y a un mauvais temps, il faut avoir un sommeil d'avance. C'est la base. Toujours avoir un sommeil d'avance. On ne sait jamais combien de temps il va falloir veiller après. Donc normalement, c'est toutes les 20 minutes, mais après, dans le Grand Sud, on fera toutes les 1h30 ou 2 heures, parce qu'il n'y a personne. Il n'y a pas un Pékin, il n'y a rien. Et voilà. Donc le luxe. Hein. Et votre passé de marin? De navigateur? Ah bah, de navigateur, moi je suis un marin. Il y a une fois, on m'avait demandé est-ce que vous êtes un bon marin? Je ne peux jamais te répondre ça, c'est pas possible. C'est impossible de répondre je suis un bon marin. Mais alors moi j'ai traversé l'Atlantique plusieurs fois en solitaire, avec des bateaux beaucoup plus moisis que ça. Vraiment avec des bateaux qui fuyaient, sans survie, sans aucune communication. Les rivets de mât qui sautaient, le safran qui a cassé, et j'ai jamais appelé à l'aide. Ça se répare tout seul. Hein. Mais voilà, bon, j'étais gamin et puis inconscient. Mais même maintenant j'ai des survies, j'ai toute la sécurité moderne. Mais j'ai tout fait toujours sans électronique. C'est-à-dire, en fait, cette course a été vraiment adaptée pour moi puisque je viens de découvrir le GPS il n'y a pas si longtemps. Enfin, le GPS, c'est le traceur. Et au début, je doutais, je me disais, ça marche le truc? Et puis en fait, ça marche très bien. Le sextant aussi, ça marche. Le sextant aussi, ça marche très bien. Alors le sextant, c'est une autre façon de faire. Le sextant, c'est pas un point pile poil au mètre près, pas du tout. Hein. Le sextant, par beau temps, j'obtiens un point qui est autour de
1 mille et demi d'exactitude, par vraiment beau temps, superbe, vraiment parfait. Et le beau temps, c'est pas souvent. Donc, par mauvais temps, j'obtiens un point qui va être autour de peut-être de 10 000 nautiques du point, c'est-à-dire 18 km de l'endroit où je suis. Voilà, c'est juste, je ne peux pas atterrir de nuit dans un pays que je ne connais pas, parce qu'à 18 km près, je ne suis pas du tout à la tranche. Et donc le port, je ne vais pas le trouver. Enfin, le port de la tranche, je ne vais pas le trouver. Mais... Voilà, le sectant, c'est une autre façon de faire, avec beaucoup plus de sécurité, de conditions. On va se dire, voilà, attention, en atterrissant, je vais vraiment vérifier qu'il y a des amers. Les amers, c'est des points remarquables pour vérifier les alignements. C'est les choses qu'on faisait avant. Alors, ce voyage-là, avec le Vendée Globe, ça dure 2 mois et demi, 2 mois et demi, parce qu'ils ont des bateaux qui vont à 20 nœuds. Alors nous, ça dure entre 7 mois et 9 mois. C'est la plus longue course autour du monde qui existe. Voilà, c'est simple. Et donc nous, on va avoir toutes les tempêtes. Pour vous donner une idée, la Terre, elle est ronde. La Terre est ronde. Ici, vous avez l'Antarctique, c'est-à-dire le dessous de la Terre, avec les glaces ici. Ici, vous avez le Cap Horn avec l'Amérique. Et ici, vous avez l'Afrique. Et là, vous avez l'Australie. Alors nous, on va descendre par là. On va passer sous l'Afrique. On va passer sous l'Australie. Et on va passer sous le Cap Horn. Et après, on remonte. Sur le papier, c'est très facile. Vous passez au sud de la Nouvelle-Zélande. Oui. Ouais. Alors, on a une zone, on ne peut pas aller trop au sud. La course nous interdit d'aller trop au sud, ça peut se comprendre. Hein. C'est 42 degrés sud. Et après, pour aller au Cap Horn, bien sûr, on est obligé de descendre jusqu'à 56, 57 degrés sud. Alors, ça vous dit rien, 42, 58. Il faut savoir qu'en météo, eh bien, c'est des passages, les 40e jusqu'au 50e, c'est les dépressions qui passent tout le temps. Il suffit de voir ici en hiver, et bon, on se tape dépression sur dépression. Sauf que nous, ça ne nous dérange pas, ça nous fait un peu de pluie avec un front, voilà. Mais en fait, c'est du très mauvais temps qu'on a. À 45 degrés nord, 50 degrés nord, on se tape énormément de pluie. C'est des dépressions qui passent. Dans le sud, il n'y a rien qui peut arrêter. Il n'y a pas un continent comme l'Europe qui arrête. Donc là, les dépressions, elles se fabriquent ici, et elles se créent tout autour, et le vent ne s'arrête jamais. Et donc, le vent crée la vague, et les vagues n'ont rien qui les arrête. Et donc, ça monte une houle qui, là, peut être très importante. Avant, les marins disaient qu'il y avait des mers qui dépassaient 10 mètres, et on disait, oh, ils plaisantent. Maintenant, avec la satellite, on sait que ça peut dépasser 20 mètres. Bon, une mer de 20 mètres, j'en ai pas connu. Hein. Des vagues de 10 mètres, oui, mais pas de 20 mètres. Après, ça ne veut pas dire que 20 mètres, c'est plus dangereux que 10 mètres. Ça va dépendre de la longueur d'onde, à quel point elles sont serrées. Et c'est pour ça que au Cap des Aiguilles, elles peuvent être... Le Cap de Bonne-Espérance, le sud de l'Afrique. Ouais. Mais parfois, tout le pays peut être magnifique, et il peut y avoir un endroit qui est terrible. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des zones géographiques qui peuvent vous monter des mers, mais la Bretagne. Vous regardez la côte, la côte est hachée comme ça, elle n'est pas droite. Si elle est hachée, ça veut dire que les vents l'ont détruite. Toujours. Le golfe de Gascogne, tout à fait. Oui. Alors ici, vous voyez, les vents, ils sont comme ça. Les vents, ils sont comme ça. Eh bien, en fait, ils ont déplacé le continent dans ce sens-là, ils ont déplacé l'Amérique dans ce sens-là. Ils ont poussé le continent. À force de vent, ils ont poussé la Terre. Bon, c'est en plusieurs milliers d'années, hein, plusieurs millions d'années. Mais ça donne tout de suite une idée du temps qu'on a là-bas. Donc ici, vous avez un goulet d'étranglement qu'on appelle le détroit de Drake. Et là, vous êtes à 56 degrés sud, et ben forcément, le Cap Horn, il faut mieux le prendre avec le vent dans le dos, et de préférence quand il fait pas trop mauvais. Parfois, ça peut être clément. Du coup, le marin, c'est moi. Bon, on en a parlé un tout petit peu. Donc, j'ai fait pas mal de bateaux. Après, dans cette course, on a tous d'autres métiers. Hein. Donc, c'est que des amateurs dans cette course. Et il n'y a qu'un seul professionnel, c'est Damien Guillou, c'est le 2e français. On n'est que 2 Français dans la course.
Vous n'êtes pas professionnel de la mer? Non. Non, moi j'ai fait plein de métiers, mais le dernier c'était formateur pour les maisons écologiques, pour faire des maisons sans chauffage. Mais j'ai arrêté les formations au mois de novembre, parce que je pouvais plus tout faire en même temps, c'est pas possible, mais ouais. Alors qu'est-ce qui vous motive? Depuis tout petit, la mer. Parce que c'est la classe. En fait, quand vous êtes à terre, il y a plein de choses qui sont ennuyeuses. Le courrier, les soucis, les trucs, plein de trucs. Hein. On est tous pareils. Hein. Oh, mais pas du tout. Pas du tout. En fait, si vous fuyez quelque chose, vous emmenez tout en mer avec vous. Et alors que là, vous avez l'impression de respirer un oxygène qui est absolument pur. Vous avez des ciels étoilés, mais ça se raconte même pas. Il n'y a pas 1 millimètre de ciel sans étoiles. Ce qui est compliqué, c'est que ça ne se raconte pas. Mais c'est parce que voilà. Alors le fait que ça ne se raconte pas, on peut déjà l'approcher avec quelques mots et les gens qui n'ont que l'habitude de leur facture, quand ils disent ça, ils sont impressionnés. Donc, en fait, quand vous allez en mer, vous avez un temps qui est différent. D'abord, vous vous réveillez toutes les 20 minutes. Ce qui guide, vous aimeriez bien ça. Mais du coup, quand j'ai eu des enfants, c'était vachement facile. Moi, j'ai pas trouvé ça. Je me suis dit, les gens, ils se plaignent pour rien. Mais en fait, vous avez du temps pour la contemplation. Vous avez du temps pour des ciels, des mers incroyables. Et la nuit, il y a un truc qui s'appelle les noctiluques. C'est des planctons fluorescents qui sont dans l'eau. Et le bateau, quand il fait des remous, l'étrave, ça fait de la lumière, comme fait Clochette, vous voyez, dans les... Et ben c'est exactement ça. Donc l'étrave, elle envoie des trucs comme ça. Des fois, les dauphins, ils font plein de lumière. Et à votre safran, alors le safran, c'est le gouvernail, hein, mais nous, on dit safran, parce qu'on ne va pas dire comme les terriens. Et ben du coup, ça fait plein de petites bulles, avec plein de petites clochettes partout, des fois sur 20-30 mètres. Vous avez un ciel étoilé absolument dingue, la Voie lactée qui se voit, mais... Même vous ne connaissez pas les étoiles, c'est impossible de ne pas la voir. Et vous avez des étoiles partout dans la mer. Et vous flottez là-dessus. Et il ne fait pas souvent mauvais. Hein. Rien que ça suffit pour vous rattraper tout le reste. Une fois qu'on a goûté à ça, c'est comme les gens qui vont en montagne et qui voient des paysages absolument, qui les ressourcent. C'est pareil. Honnêtement, moi, mon souci, c'est plus de revenir. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Non, mais je veux dire, à chaque fois que je reviens à terre, mon bateau, je le ralentis souvent un petit peu parce que j'en profite un peu. Pardon? La terre ou... Non, la maman des enfants. Ah non, mais la maman des enfants, elle est très loin. Hein, elle est très loin. Elle est très loin, elle est pas assez loin. Non, mais mes enfants, ils sont vieux. Ils sont grands, voilà. Ils sont vieux. Ils sont vieux, 19 ans. Le plus jeune, 19 ans. C'est pas vieux. Mais quand ils sont petits, c'est vrai. Nous, on est quoi? On est très vieux, nous. C'est sa maman et son papa. Oui, alors. Alors, ça c'est ma maman. Et elle dit rien. Hein. Ah bah elle dit rien, elle va s'évanouir dans 1 heure. Mais mais je leur ai fait plein de choses comme ça. Ils sont habitués. Non, la première traversée de l'Atlantique, c'était plus dur, je pense. Non. C'est quand même une séparation longue. Et puis, si ça peut horrifier les parents, c'est toujours un plus. Il a fait des choses formidables. Il est heureux. Ce serait bien d'ailleurs d'avoir plutôt la conférence de la famille abandonnée lâchement à ses soucis. Mais c'est vrai. Mais non, mais on finira par revoir les personnes. Alors surtout, ce qui est très important, c'est de ne pas avoir de nouvelles pendant qu'on voyage. Imaginez que j'apprenne des nouvelles de mes enfants, de mes proches, et qu'ils aillent bien. Ça va me foutre le blues. Imaginez qu'ils aillent mal. Ça, je peux rien faire, ça va me foutre le blues aussi. Dans les 2 cas, c'est une nuisance. Je vais savoir ce qui leur est arrivé une fois que j'arrive à terre. Et c'est tellement plus simple. Oui, mais bon, je vais voir. Mais ils vont attendre. Hein. Ils vont attendre. Ouais. Non, mais mes enfants, ils sont pareils. Ma mère aussi. Non, mais ils aiment les trucs audacieux. Voilà. Donc c'est pas... Ça. Et puis sinon, ils vont s'habituer. Il y a un petit côté égoïste. Hein. Oui. Mais à terre aussi. À terre aussi. Et en fait, la différence, c'est qu'en mer, on est complètement assumé. C'est-à-dire qu'en mer, on ne ment pas. Ou on ment pas beaucoup. La mer, elle vous remet droit tout de suite. Si vous n'êtes pas honnête avec vous-même, elle va tout de suite vous réaligner. Donc du coup, c'est vrai qu'à terre, je vais dire des choses un peu brutales des fois,
Mais après tout, il s'en porte bien, hein, ça va. Alors ça c'est le bateau. Ben non, en fait, pour cette course, c'est que des anciens bateaux dessinés avant 83, avec une quille longue, donc une quille qui n'est pas en sabre, qui ne descend pas droit, donc très solide. On ne va pas perdre la quille. Un safran, un gouvernail qui est rattaché à la quille. Il faut que ce soit un bateau qui ait été fait au moins à 20 exemplaires, donc un bateau de série, et qui n'ait pas été transformé. C'est-à-dire on ne peut pas rallonger le mât, on peut le réduire, on ne peut pas rajouter des bouts dehors, on ne peut pas entre guillemets, le customiser pour faire qu'il aille plus vite, comme ce serait tentant, entre guillemets. Donc voilà le bateau. Alors, il n'est pas lourd, hein. 10 tonnes, non, ah oui, ouais, plutôt 7 tonnes. Non, c'est Le lest fait c'est 3 tonnes des 7 tonnes. Mais en fait, avec la nourriture et puis tout l'intérieur, on sera plus autour des 9 tonnes, effectivement. En tout cas, nourriture. non. Alors, parce que il faut des réserves avant. ouais, mais en fait, en fait, c'est une activité où on fait 1 ou 2 efforts par jour. On ne fait pas beaucoup d'efforts. Alors on fait des efforts tout le temps pour se tenir, mais c'est pas quelque chose où on fournit énormément d'efforts, entre guillemets. C'est vraiment quelque chose de très très mental. Donc voilà le bateau. Le pilote automatique, c'est un régulateur d'allure. C'est quelque chose d'absolument mécanique, pas électronique. Et c'est quelque chose qui, si le vent bouge, eh bien notre cap va bouger avec. Donc il faudra être vraiment en lien avec les nuages et le soleil pour bien vérifier qu'on ne change jamais de cap, qu'on ne change pas trop de cap. Parce que du coup, je vais partir, le vent peut prendre 20 degrés et puis je peux partir à un endroit où me rallonger d'une façon considérable. Donc ça c'est simple, hein, vous voyez le soleil, il se lève là, il se couche là, il doit être à tel endroit dans les haubans. S'il est à un autre endroit, c'est que vous avez changé de cap. C'est juste un réflexe. Et pareil, quand vous êtes à l'intérieur du bateau, l'ombre portée du hublot doit être à tel endroit. Vous sentez tout de suite si vous avez changé de cap. C'est des habitudes. Voilà. Alors ça, c'est pour donner une idée de l'intérieur. Hein. Au départ, il était comme ça, mais maintenant, il y a une zone étanche à l'avant. Ça, c'est un hublot. C'est pour fermer. Et puis, vous avez des zones étanches à l'arrière. Ce qui fait que si vous heurtez quelque chose à l'avant, eh bien, le bateau va juste se remplir à l'avant, mais il ne va pas couler. Après, de l'intérieur, j'ai des pompes qui permettent de vider l'avant, etc. Ouais. Les objets flottants. Énormément d'objets flottants non identifiés. Et puis sinon, dans le sud, on pourrait avoir des morceaux de glace qui flottent. Alors normalement, le comité de course nous prévient s'il y a des risques, mais il peut y en avoir qui s'égarent. Donc les icebergs, normalement, ce sera bien prévu avec le comité de course, on ne devrait pas en avoir, mais on peut avoir des crawlers. Les crawlers, c'est des gros glaçons qui vont faire entre 500 et 4 tonnes. Et ça ne bouge pas dans l'eau. Ça suffira largement pour... Donc ça flotte entre 2 eaux et on ne les voit pas trop. Donc le moteur est sous-scellé. Non, on a le droit d'utiliser le moteur. En fait, Robin Johnston avait utilisé son moteur, et donc du coup on a le droit d'utiliser son moteur. Pas au départ, pas à l'arrivée, parce que sinon on gâche un peu la course quand même. Mais on vérifie la consommation de gasoil. On a le plein au départ, c'est obligatoire, et par litre consommé, on a 2 heures de handicap. Ouais, voilà. Et donc, 2 heures de handicap, en fait, ça peut quand même être intéressant si on a besoin de sortir d'une zone sans vent. Oui, ou affronter certaines vagues particulièrement. Avec le moteur, les vagues, on ne va pas pouvoir les affronter des masses. Avec notre moteur à nous, c'est pas assez puissant. Donc les participants au départ, il y en avait 29, 28. Ça c'est le début. Hein. Mais c'est très difficile d'arriver au début de la course parce que
Il y a plein de raisons. Il y a la santé, il y a le temps, l'argent, la famille. Il y a plein de choses qui peuvent vous empêcher. Donc il y a eu quelques désistements. Ils sont en blanc. Et là, aujourd'hui, on est sur cette... alors ça, je l'ai pris hier sur le site. Normalement, il est à jour. Donc nous avons une dame qui est d'Afrique du Sud, qui est ici, Kristen, qui est vraiment une des meilleures marins de tous. Hein. Elle fait des expéditions en Antarctique. Voilà. Donc elle est un peu professionnelle quand même. Et sinon, on a toutes sortes de métiers. Journaliste, lui il fabrique des uniformes, lui il loue des pénichettes, lui il est menuisier. Voilà, lui il travaille dans l'électronique. C'est des métiers tout complètement différents, que des gens passionnés qui ont toujours rêvé de faire cette course, comme moi en fait. Et la moyenne d'âge, ça doit être à peu près 54 ans. Donc c'est pas des... Si, je suis dessus. Si. Mais je suis tellement mieux en vrai. Hein. En fait, on est deux Français. Il y a donc et Damien Guillou. Alors Damien Guillou, il est avec PRB comme sponsor. Et c'est une personne qui était, lui par contre, c'est un professionnel. C'était le préparateur de Kevin Escoffier. Donc il a fait des Figaro, il a fait des courses au Figaro, etc. Alors ça c'était ce que j'ai pris hier sur le site, ça fait 18 participants, mais je peux vous dire que Elliott Smith, qui est américain, il ne participera pas, il ne peut pas. Il n'est pas prêt, son bateau n'est pas prêt et c'est pas possible. Donc en fait on sera déjà 17, dans le meilleur des cas. Il y avait certainement des problèmes de financement, comme vous l'avez évoqué, mais sur le Vendée Globe, il y a une obligation d'expérience en ligne nautique. Oui, absolument. Et là, pareil, exactement pareil. Donc là, on a sur le Vendée Globe, il faut avoir fait... Alors, voilà, alors c'est 3000 milles et 2000 milles, alors ça dépendait des années. Et nous, il faut avoir fait 2000 milles avec le sextant et notre bateau et le régulateur d'allure. Et il faut avoir fait 8000 milles nautiques avant. Voilà. Il faut pouvoir prouver. À vous organiser pour prouver que vous avez bien rempli. Moi, c'est mes papiers de douane, mes entrées de douane dans les pays. Et personne ne vérifie si vous aviez vraiment utilisé toujours votre sextant. Ah non, pour les 8000 milles, c'était pas au sextant. C'est pour les 2000 milles, c'est au sextant. Et les 2000 milles, là par contre, ils vous demandent tous vos points et tous vos droits de hauteur, etc. Ouais. Ah oui, là pour les 2000 milles, c'est vérifié à fond. Pour les 7000 milles, pour les 8000 milles, c'est de l'expérience d'avant et il faut prouver que vous aviez... Vous savez tenir. Ouais, ça ne veut pas dire ça parce que imaginez que vous ayez fait 8000 milles ou 20 000 milles en équipage. Si ça se trouve, vous n'êtes pas bon. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai fait plus de 8000 milles en solitaire, donc c'est... A priori, je suis arrivé, donc c'est plutôt mieux. Mais non, on demande 8000 milles, ça peut être en équipage, et je ne suis pas d'accord de ce côté-là. Parce que ça ne veut rien dire. En équipage, si ça se trouve, c'est pas moi qui ai décidé, c'est pas moi qui ai fait la navigation, j'ai juste participé. Et si j'ai participé à faire la cuisine, ça ne veut pas dire que je peux ouvrir un restaurant. C'est... non, je peux couper des carottes et il faut être très bon. Hein. Voilà. Non, je pense qu'en bateau, c'est mieux de l'avoir fait en solitaire. Alors, sur l'ensemble de vos copains et copines, quels sont ceux qui, à votre sentiment, rempliraient le mieux les conditions de cette course? Ou les moins bien, si c'est plus facile. Alors, je pense que Pat Lawless, c'est un ancien marin-pêcheur, une personne très très rude, et un marin-pêcheur pas d'Écosse, d'Irlande. Et en Irlande, ça cartonne quand même. Donc je pense que lui, il pourrait... Il rentre au port régulièrement. Il rentre au port régulièrement, et puis en plus, il a une dentition qui ne me semble pas parfaite. C'est important. Mais je peux dire du mal, ils ne sont pas là. Donc lui, Canary. Non, lui, je pense qu'il, même avec des infections, il fait le tour. Il est rude. Ah bah oui. Oui, mais par contre, il aura mal. Kristen, elle est vraiment très très bien. Elle a fait des super moyennes. Elle a un bateau qu'elle a réparé elle-même. Elle est extrêmement motivée. Donc c'est vraiment l'une des meilleures.
L'Indien. Alors, l'Indien ici, il l'a déjà fait en 2018 et il s'est cassé le dos, le bateau s'est retourné, il s'est cassé le dos et il a été pris par des secours, par une frégate ou un bateau de pêche français d'ailleurs. Il est issu de l'armée indienne et là il a trouvé un sponsor des Émirats Arabes Unis ou quelque chose comme ça, donc il a un bateau bien préparé cette fois. Et c'est quelqu'un de... Ils sont tous super sympas, mais c'est quelqu'un de vraiment... qui va se donner à fond, ça pourrait être sympa. Et peut-être, c'est très compliqué hein, de voir... Je peux vous dire ceux avec qui je crois pas. Oui, c'était plutôt ça la question. Quoi. Alors ceux avec qui je crois pas, c'est Guy de Boer, américain, il n'a jamais fait de transatlantique. Moi je trouve que quand même ça aide. Il a fait plein de régates et tout, mais c'est pas pareil. Lui, Gaurav Shinde, il vient de se disloquer, de se déboîter l'épaule en français. Et puis il travaille chez Google. Il est pas, il me semble, il a fait beaucoup d'équipage, mais pas beaucoup de solitaire. Alors, Michael Guggenberger, il est moniteur de bateau, de voile. Il est très bon en voile, mais il n'a jamais fait de transat. Donc, autrichien, il a beaucoup fait en Méditerranée. Très bon marin, très motivé, bateau bien prêt. Mais après, qu'est-ce qui vaut en solitaire longtemps? Mais par contre, il n'a pas de famille, pas d'enfants. Bah, ça aide. Alors, Damien Guigou, super marin, il aime bien être solitaire. Hein. Par contre, comme tout le monde, personne n'a jamais fait 7 mois en mer, quasiment personne. Un bateau bien préparé. Et Damien, moi je le verrais bien au moins réussir le tour, être peut-être classé ou peut-être le gagner, ce serait bien. Honnêtement, ce serait la classe qu'un Français gagne. Voilà. Alors moi je ne me mets pas dans les gagnants directement parce que j'ai un bateau qui est plus petit que les autres. Il fait déjà 1 mètre de moins, il fait 10 mètres, les autres font 11 mètres tous. J'ai le plus petit bateau. Statistiquement, ça va moins vite. Parce que ça pénètre l'eau moins d'une façon différente. Après, c'est tellement difficile de faire des pronostics que... Vous pouvez revenir en avril Non, mars-avril. Ouais, mars. Des annonces de retour de combien de temps? Enfin, oui, le premier dernier. Si c'est comme en 2018, c'est entre 7 et 9 mois. Ah oui, autant. Il y a 4 ans, avec les marées le 1er juillet. C'est vrai. Pour des raisons que dans les mers les plus dures, vous soyez en période d'été. Pourquoi cette année, le paradis ont suivi du C'est exact. Alors, il y a 4 ans, ils ont fait partir le 1er juillet. Sous prétexte d'être dans la bonne saison dans l'hémisphère sud. Mais en fait, c'est parce qu'ils avaient pronostiqué que les bateaux allaient moins vite. Mais en fait, ils se sont aperçus qu'ils étaient trop au printemps et pas assez en été dans l'hémisphère sud. Donc là, ils le mettent en septembre. Et parce que ça correspond plus à la vraie vitesse des bateaux. Mais la première ils n'ont pas osé... ils ont laissé plus de temps. Et comme la première Golden Globe, c'était entre juin et octobre, ils ont fait pareil. Là, objectivement, nous, on est mieux calés pour le Grand Sud parce que c'était un petit peu tôt en saison. Mais c'est marrant qu'ils disaient ça pour la sécurité, et puis là, maintenant, ils disent ça pour la sécurité. En fait, vous pouvez dire tout ce que vous voulez pour la sécurité, ça passe. Bon, alors, Noël au Cap Horn ou pas? Bon, je sais pas. Moi, Noël, ça m'a jamais trop plu, donc on verra bien. Je suis pas très sociable. Hein. Mais voilà, il faut imaginer que là-dessus, il y en aura 5 ou 6 qui vont réussir, dont moi. Et c'est prévu. Hein. Et vous venez au Sable d'Olonne? Pardon? Le retour, c'est ouais. au Sable d'Olonne. Départ et retour des Sables d'Olonne. On n'est pas très loin. Si. Sur Virtual Regatta. Regardez comment c'est bien fait, comment nous suivre. C'est
habituel. Alors, vous allez directement sur le site de la GGR, vous tapez GGR sur Google, et vous allez sur le site de la GGR, ce sera cet affichage-là, Golden Globe Race. Bon, là, je l'ai pris hier, donc c'était 58 jours avant le départ, dans 58 jours, je pars. Il y a un petit compte à rebours. Alors, une fois que je serai parti, il y aura marqué 28 jours après le départ. Le compte à rebours, il change. Et puis, c'est pas juste, parce que j'ai une petite pièce blanche sur mon bateau, qui est un tracker, qui donne ma position toutes les 4 heures. Et cette position, alors là c'était celui de 2018, je vous l'ai affiché, ça vous donne ma position toutes les 4 heures. Et vous pouvez même appuyer sur un bouton, ça vous donne le vent. Ça vous donne ma position, ma vitesse, mon cap et le vent. Tout le monde la voit. Tout le monde la voit. Ah bah alors, Mais les copains, Mais moi je le vois pas. Mais oui, les copains le voient. Ah vous les copains. Mais c'est ça qui est pas juste. Mais ouais, vous savez où je suis et moi je sais pas. Ben non. Ah, mais vos concurrents non plus, ça pas. Ah bah non plus. Ben non. Ah, non, mais par contre vous saurez. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas appeler la Terre. Parce que j'appelle quelqu'un, il me dit ma position, et il me dit, bah, écoute, là, la dépression, tu vas ici, tu vas là, il me fait du routage. C'est ce qui s'est déjà passé quand il y a eu l'autre course, où on pouvait voir. Tout à fait, voilà. C'est d'ailleurs un capture d'écran de l'autre course que j'ai pris. Mais en fait, vous pouvez même le mettre sur le téléphone. Moi, je l'avais en lien sur le téléphone, et comme ça, vous regardez combien j'ai avancé ou combien j'ai pas avancé. Vous allez dire, mais pourquoi il n'a pas avancé? Et si ça se trouve, c'est parce que j'ai pas de vent. Ou si ça se trouve, c'est parce que je suis en train de réparer un truc et que je suis obligé de stabiliser le bateau pour faire ça. Alors ça, toutes les semaines, il y aura une vacation téléphone avec la course. Et je vais dire, bah voilà, cette semaine, j'ai réparé tel truc, et ça pourra expliquer pourquoi j'ai fait ça. Donc vous aurez les infos sur le truc. Et puis tous les jours, on envoie un message SMS pour dire si ça va bien, si ça va pas bien, pour dire voilà. Et en virtuel, est-ce qu'on peut prendre le départ? Ouais, exactement. Alors là, vous avez vous avez, je sais plus, médias. Alors ici, attention, là j'ai fait une bêtise, il faut appuyer sur le petit drapeau français, vous l'avez en français. Là, il est écrit en anglais. Bon, c'est un petit détail, mais... Et ici, sur live, vous avez Virtual Regatta. C'est pas Virtual Regatta, c'est un autre truc, course virtuelle ou un truc comme ça. Et vous pouvez faire la course en même temps que nous, sauf que vous êtes au sec. Et vous pouvez faire les points astro. Ouais, vous pouvez faire les points astro comme si vous étiez sur la course. Il y a plein de choses. Voilà. Avec la lampe de chevet, ça va être facile. Mais après, moi, je suis pas très course virtuelle, donc je ne m'y connais pas trop en ça. Mais il y a plein de gens qui aiment bien. Ça peut aider. Mais c'est sympa à suivre. Hop. Et du coup, ben, pour nous rejoindre dans l'aventure, donc on est que 2 Français sur 18 ou 17 participants. Donc on est une espèce rare quand même. Et ben vous pouvez nous suivre directement en allant au Sable d'Olonne sur le ponton du Vendée Globe, où je suis. Et vous pouvez aussi nous aider en allant sur une cagnotte qui s'appelle Okepal. Bon, je ne sais pas si vous connaissez Okepal, c'est Ulule qui fait ça. Voilà, et ben Okepal, ça appartient à Ulule. Voilà. C'est une cagnotte, alors on appelle ça du crowdfunding, c'est un financement participatif. Crowdfunding, c'est de l'anglais, crow c'est la population et funding c'est trouver des fonds. Et vous, en allant sur, vous tapez Okepal Arnaud Guest, et vous avez directement le site et vous pouvez mettre ce que vous voulez ou verser un leg. Voilà, il n'y a pas de somme maximum et pas de somme minimale. Comme PAL, je comprends pas. PayPal, je cherchais qu'en fait, PayPal, pareil. Ah bah oui, non mais j'avais pas pensé à ça, mais effectivement. Ouais, bah ça doit être un peu ça, ouais. Okepal, Arnaud Guest, et vous avez tout de suite le site là. Le bateau s'appelle Hermès Phoning, voilà. Le bateau, mon sponsor principal, c'est Hermès Phoning. Donc le bateau va s'appeler Hermès Phoning. Hermès Phoning,
Ouais. Hermès, les Non. couleurs, Hermès, c'est tout ça. C'est une entreprise de data qui vous appelle pour savoir la qualité des produits. Oh, bah ça, C'est oui. beaucoup moins sexy. C'est pas terrible. Ça, c'est pas terrible. Mais contre une grosse somme d'argent, vous marquez votre nom sur ma bateau. Le 4 septembre. Alors, nous, on part à 10h, mais après la course, ça doit partir à 12 ou 14h. Alors, pour la course, on part d'une bouée au large, on passe devant la plage, on fait un triangle devant la plage, on longe la plage jusqu'au port, et après on repart. Là, ils peuvent changer un petit peu selon les vents, mais pour le spectacle, on longera la côte. Alors, on part dans le chenal le matin, mais c'est pas vraiment le départ. Le départ, il se fait en mer à une heure fixe, parce que dans le chenal, on ne peut pas partir tous en même temps. Par contre, dans le chenal, ça doit être vers 10h, et dans le chenal, en fait, c'est le vrai départ, entre guillemets. Pour nous, c'est le vrai départ. Exactement. Voilà. Ouais. Ça fait pas d'eau, quoi, comme à Marseille. Mais c'est vraiment une ambiance. Ouais. Petite indiscrétion. Pour quel budget pour vivre son rêve? Alors, moi je pensais qu'il fallait un tout petit budget, parce que je me suis dit, j'ai toujours fait des choses avec des petits budgets, et en fait là c'est un gros budget, parce que l'inscription à cette course est chère, après vous avez les places de port, les voiles, le régulateur d'allure, ce qui vous permet de conduire, c'est 4 500 €. Et c'est que des prix comme ça. Et à la fin, on devient fou avec les prix. Et là, en tout, je serai autour de 90 000 €. Alors, c'est pas... Moi j'avais pas les sous. Hein. Le bateau, vous l'avez acheté ou le bateau était acheté déjà avant. Ah oui, c'est sans le prix du bateau. C'est le sponsor qui vous offre le bateau. Et le sponsor principal, Hermès Running, et la Tranche-sur-Mer qui m'a suivi superbement. Et sans... Alors, c'est marrant parce que... La Tranche-sur-Mer, c'est des sous, hein, mais c'est aussi du soutien psychologique, moral, c'est un groupe. Alors qu'Hermès Running, c'est plutôt que des sous. Voilà, c'est ça. C'est bien aussi, mais c'est pas pareil. C'est vraiment, c'est bien, voilà. Et donc dans les budgets de mes collègues, ils sont plutôt entre 150 000 un plus. Voilà. Et ça, moi, je me rendais pas compte. Alors dans ce PRB, ils ont un bateau PRB pour la course, hein. C'est Damien Guillou qui a un bateau, et il va plutôt être dans les 300 000. Alors il faut bien voir que pour une entreprise comme PRB, c'est extrêmement rentable. Hein. C'est-à-dire que si PRB donne ça, c'est pas par gentillesse, il y a un retour. Et après, ça dépend ce que l'entreprise veut en avoir comme retour. Mais c'est vrai que pour nous, pauvres personnes isolées, c'est des sommes qui sont considérables, je trouve. Hein. Voilà. Et donc là, dans le budget, donc, il reste 2 mois, et dans le budget, il reste un peu moins de 20 000 € à trouver. Bien sûr. Ah. Eh bien, je vais vous donner un petit prospectus aussi. J'aurais voulu continuer avec la question du monsieur là, sur les besoins en financement. Oui. Ce qui m'étonne, parce que quand même, c'est une course qui se veut à l'ancienne, oui, avec des bateaux, le vôtre. Bien sûr. Et vous avez parlé de Bernard. Oui. Alors, de son régulateur d'allure. Bien sûr, il l'a bricolé lui-même. 500 € pour ça, c'est parce que alors, aluminium, titanium et diamant. Alors c'est de l'inox. Maintenant c'est un bel objet, mais c'est super cher. Et semble-t-il, j'ai eu un prix spécial. Mais non, en fait c'est parce que la clientèle de ça est pétée de thunes et a les moyens. Et donc l'adéquation entre le prix de vente et le public, c'est pour ça. Hein. Et l'hydrovan. Le régulateur d'allure, donc mon pilote automatique Hydrovan, il est vendu exclusivement à un public britannique. Les Français, moi je connaissais même pas ce produit-là. Je connaissais même pas ce produit-là tellement les Français ne l'achètent pas. Sauf que dans cette course-là, j'ai pas le droit de me fabriquer un régulateur d'allure moi-même. J'ai pas le droit. Et j'ai l'obligation d'avoir un safran de secours. Et l'Hydrovan fait safran de secours. Du coup, c'est vraiment l'appareil le plus important. En plus, il y a 2 points faibles dans cette course, c'est le mât et le régulateur d'allure qu'il faut qu'il résiste. Et le 3e point faible, c'est l'humain.
Mais si le mât casse, bon, ben, ça va être compliqué. Et si le régulateur d'allure casse, je vais être beaucoup plus lent. Mais je suis capable de réparer et je suis capable de rentrer sans régulateur. Je suis déjà rentré des Açores sans pilote, sans régulateur, avec les voiles à marée. J'ai le droit de faire une escale dans une île si je ne touche pas le pied, comme le Vendée Globe. Je ne touche pas le pied à terre, je jette l'ancre, je répare tranquille, comme avait fait Yves Parlier par exemple, et je repars. Mais je n'ai pas le droit d'avoir d'aide extérieure. Personne vient sur mon bateau pour m'aider. Personne me donne un objet. Ah oui, même pas. Pas un objet, bah non, c'est de l'aide. Faut pas acheter un bout de réparer pour moi, ça c'est... on ne donne pas des... Ah ben, alors, dans la course, on nous oblige à montrer qu'on sait réparer, qu'on sait faire un gréement de fortune, et on doit faire un triangle de au moins 6 heures et par au moins 20 nœuds de vent avec des tambons. C'est ce que j'ai fait. Donc vous avez le droit en course, à défaut d'utiliser votre régulateur d'allure, vous avez le droit de mettre en pavillon vos grandes voiles d'avant. Bien sûr, on a... Voilà, et puis on refaire un régulateur ou faire naviguer le bateau sans pilote, on peut faire, refaire un gréement, ce sera pas génial, mais on peut tout faire. Je me fais dans une zone de l'île, problème de monter plusieurs fois en format pour réparer. En fait, Jean-Luc Vandened a chaviré et il a déchiré une attache de son bas au banc et il a réussi à réparer. Alors il est monté plusieurs fois, c'était pas en haut, c'était en mi-hauteur, mais par contre monter par ce vent-là et par cette vague-là, c'était terrible. Et à cet âge-là, à 73 ans, et donc du coup, il a réussi à réparer. Il avait un bord où son mât était solide et l'autre bord était très fragile. Donc il essayait toujours d'être du même bord et au final, il a ramené son bateau, il a gagné. Le but, c'est toujours de réparer, de tout réparer. Voilà. C'est d'être très très polyvalent. Alors si jamais vous connaissez aussi des entreprises qui peuvent nous suivre, pareil, hein, je suis preneur. Et voilà. Oui. Il a suivi l'édition. La dernière édition, je ne sais pas si ça, ils vont faire cette année, le réseau de certains radios amateurs. Ah, ouais, effectivement, on est obligé d'utiliser la BLU. Ouais. Alors, comme on est obligé d'utiliser la BLU, c'est une radio assez ancienne. Il y a les radios amateurs de La Roche-sur-Yon qui me suivent et qui m'ont bien aidé sur l'installation de la radio amateur. Honnêtement, la radio amateur, c'est trop technique pour moi. Je ne savais pas la monter tout seul. Là, il y a plein de choses que je sais faire, mais alors ça, c'était vraiment très technique. Et j'ai eu des super techniciens, des passionnés, qui ont installé ça sur mon bateau. Ils sont encore revenus cette semaine. Et ils ont tout démonté, ils ont regardé, et extraordinaire. Et vous avez un indicatif? Alors j'ai pas d'indicatif, j'ai un indicatif pour le bateau, qui est un indicatif marin, c'est pas un indicatif de radio amateur. J'ai pas le droit d'appeler les radios amateurs, d'ailleurs dans la course on n'a plus le droit d'appeler les radios amateurs, parce qu'ils trouvaient qu'il y avait eu de l'aide. J'ai le droit d'appeler tous les autres navires. Et donc j'ai un indicatif de navire et pas de radio amateur. Ça n'a pas été trop compliqué avec l'Organisation mondiale de la télécommune? Non, parce qu'avec une BLU marine, vous avez juste l'indicatif marin et après vous avez un diplôme. Moi j'ai un CGO, un certificat général d'opérateur, qui est un peu dur à avoir, mais bon, ça va. Ouais, c'est 2 semaines quand même. 2 semaines de formation. Mais après, voilà, donc c'est le principe est là. Je vais faire passer des petites documentations. Vous pouvez nous suivre. Vous avez mon mail si jamais vous
Que j'ai qu'une seule main. Et comme ça, vous avez mon mail, et puis comme ça, vous pouvez suivre, et vous pourrez me suivre sur Facebook, sur YouTube. Et puis surtout, le 4 septembre 2022, vous avez le départ. À pas louper. Non. Sauf si la direction de course me dit il y a un cataclysme, etc. Mais s'il y a un autre Covid pendant la course, moi je ne serai pas au courant. Normalement, il n'y a pas d'autre président qui passe pendant que je suis parti. Oui, c'est vrai. Normalement, mais après on ne sait jamais. Hein. Voilà, on ne sait jamais, mais bon, il peut arriver plein de choses. Ouais. Je trouvais qu'il y a un gros enjeu de compétition. C'est pour sur qui va arriver en premier. Mais non, mais il y a Alors, parmi les marins, parmi les marins, il n'y a pas d'enjeu de compétition. Par contre, parmi les pays, il y a des enjeux de compétition. C'est-à-dire que, par exemple, pour Marc Slaat, qui est arrivé deuxième en 2018, les Hollandais, ils rouspétaient parce qu'ils trouvaient que Jean-Luc Vandenel avait triché. Et il y avait le même discours après pour tous les autres concurrents en disant un tel il a triché, un tel il a triché, un tel il a triché. Et c'était les pays, en fait, c'était les personnes qui suivaient et qui voulaient absolument qu'un tel gagne. En fait, c'est les supporters qui sont... Ça entretient une amitié légendaire Angleterre-France. Non, mais ça, c'est normal. Ça, c'est juste ces petits... Alors, en fait, entre marins, il n'y a pas de souci, hein, mais il n'y a vraiment pas de souci parce que vraiment en mer, on a envie il y a vraiment une solidarité des gens de mer. Donc ça c'est vraiment sans limite. Par contre, ouais, à terre, et puis les équipes, et puis c'est sûr qu'il y a une tradition anti-anglaise en France et anti-française en Angleterre. Assez ancienne. Et du coup, vous connaissez tous vos Ouais, je connais tous mes concurrents, sauf Elliot, qui est aux États-Unis. J'ai pas eu de communication avec lui. Mais sinon, on s'envoie des messages pour avoir des trucs, on se fait des visios. Et puis, par exemple, Ertan Berkardes, qui est un Anglais, bah, j'ai les clés de son bateau. Quand il y a besoin de faire des trucs, bah, j'emmène les gens dans son bateau. Il y a une confiance. Voilà, il n'y a pas de souci. C'est pas une concurrence terrible. Mais avant la course, vous allez être 18, tout ça avant la course. Ouais. Donc on pourra aller sur les pontons, le voir. Exactement. On sera tous sur au moins 15 jours avant, on sera tous sur les pontons. Et puis, non merci. Et puis du coup, déjà il y avait 2-3 bateaux qui étaient ensemble sur les pontons. On était plusieurs bateaux sur le ponton. Et du coup, on mangeait chez un bateau, chez l'autre. Voilà, on faisait. Puis on disait, bah tiens, t'as fait ça. Où est-ce que t'as trouvé ça, etc. Donc c'était beaucoup plus. C'est pas une concurrence du Vendée Globe où il y a des quantités d'argent en jeu qui sont considérables, des tensions, où les gens veulent absolument gagner pour gagner parce que c'est vraiment le truc le plus important. Là, en fait, il y a de l'argent gagné pour Ouais. Oui, parce qu'en fait, il y a 50 ans, on gagnait 6 000 livres. Donc du coup, il y a 6 000 livres à gagner. Mais c'est pas la même somme. Il y a 50 ans, avec 6 000 livres, enfin avec 2 fois 6 000 livres, parce qu'il y avait 6 000 livres pour le plus rapide et 6 000 livres pour le premier, on pouvait s'acheter une maison. Mais là maintenant, ça fait 7 000 €, un truc comme ça. Non, si vous voulez devenir riche, faites pas de bateau. C'est pas un bon truc. Ça n'a aucun intérêt. Ouais. On dit qu'un bateau ça vaut pas cher mais ça coûte beaucoup. Oui, c'est sûr. Ouais. Parti avec 420 litres d'eau douce. Ouais, alors ça pour l'instant, je peux changer d'avis, mais pour l'instant c'est mon choix d'avoir 420 litres. Donc vous allez courser les grains en mer. Exactement. Mais alors presque tous ont pas assez d'eau pour faire vraiment tout le voyage. 420 litres, je suis dans la fourchette haute, il y en a qui ont que 300 litres. Donc il y a ceux qui ont espoir d'avoir de l'eau. Et des fois il pleut à 300 mètres, mais pas sur le bateau. Et il suffit pas qu'il pleuve, il faut qu'il pleuve assez pour dessaler la grand voile. Et donc il faut qu'il y ait un bon grain
C'est pas 3 gouttes. Parce qu'au début, la grand voile, elle a eu plein d'embruns. Il y a des grains de sel partout, elle n'est pas buvable, l'eau. Il faut d'abord qu'il y ait des salles de la grand voile, parce que moi, ça tape sur la grand voile et après, ça va dans mes réservoirs. Ou alors, on met une voile spécifique faite pour ça, que bien sûr, au moment du grain. Voilà. Mais en fait, avec ma grand voile, je hisse un peu la balancine et puis ça va directement dans un seau qui va directement dans le réservoir. J'avais cherché plein de solutions compliquées et puis c'est la solution la plus simple que j'ai trouvée. Le désalisateur à main, ouais. que j'ai connu longtemps, un inventeur français qui a marché d'ailleurs, c'était une pompe à osmose. Ah oui, bah le désalisateur à main, c'est une osmose aussi. Ouais. Mais vous avez le droit d'en avoir une d'abord. Bien sûr, mais il est plombé. Ah, il est plombé. Ouais, il est plombé. Si je le déplombe, je suis disqualifié. Mais par contre, pour la sécurité, je règle l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire plomber en fait? Voilà. Bah, l'ancienne. En fait, pour la sécurité, on a toutes les sécurités possibles, mais c'est sûr que bon, bah, si on les utilise, on a perdu. On est vivant. Alors, on a des panneaux solaires. Hein. D'abord, on a l'obligation d'avoir des panneaux solaires, et puis j'ai le droit à l'éolienne, j'ai le droit à l'hydrogénérateur, et j'ai le droit au moteur. Mais j'ai pas le droit à la pile à combustible, notre système. Moi, j'ai pas choisi l'éolienne parce que souvent on est sur des vents portants et du coup l'éolienne ne produit pas beaucoup. Et en plus, quand il y a des tempêtes, l'éolienne elle fait peur. Elle commence à faire un bruit d'enfer. Elle fait comme ça. Et puis on se plante. Hein. On se dit putain, si la pale elle part, voilà. Donc on essaye de la déventer, de l'accrocher, mais ça fait du fardage et on n'a pas trop envie. Alors que les panneaux solaires, ça produit moins. Ça produit que le jour, pas la nuit bien sûr. Et du coup, mais par contre, il peut y avoir le vent qu'on veut, c'est pas grave. Et j'ai pris l'option de panneaux solaires identiques, comme ça je peux les interchanger de place. Donc j'ai qu'une seule sorte de panneau solaire, mais à plusieurs places, et j'en ai en double. J'ai tout en double, parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes sur les panneaux solaires. Vous vouliez... Non ? Non, je voulais gratter la tête. Ah bah du coup. À cause des panneaux solaires. Et donc, dans le sud, vous avez beaucoup de soleil? Alors dans le sud, il peut y avoir pas beaucoup de soleil parce que ça va être beaucoup nuageux. Ça produit quand même hein, quand c'est nuageux. Et plus la zone est froide, plus ça produit mieux. Plus le panneau solaire est chaud, moins il produit. Par contre, si c'est du soleil en direct, ça produit plus. Mais le mieux, c'est vraiment dans l'Antarctique, par exemple, ensoleillé, très froid. Ouais. Dans le premier film, là, il y avait un marin qui disait que pour lui, ce qu'il appréhendait, c'était la solitude. Toi, ta plus grande appréhension, c'est quoi? La solitude, pas vraiment. Mais peut-être que je me leurre. Hein. Peut-être qu'au bout de 2 mois, 3 mois, j'ai trouvé ça très long. Non, moi je pense que c'est les vagues immenses qui tapent sur le bateau et être obligé de lutter contre des vagues. Tant qu'on a le vent arrière, quand on fait coucher le bateau, alors le bateau, le mât va coucher dans l'eau. En fait, quand on est en haut de la vague, imaginez une vague de 10 mètres, 15 mètres, on est en haut d'une montagne et puis le bateau, il va descendre la vague. Le bateau, il va partir un peu comme un surf. Souvent, il va être moins manœuvrant dans la descente et le bateau va se mettre légèrement en biais. Et là, vous avez la vague qui vous rattrape et qui va vous pousser et vous traîner sur le côté. Et là, le mât, il va toucher l'eau, et puis la vague, elle va vous passer au-dessus avec le rouleau. Comme à la plage, en plus haut. Alors ça, c'est contrariant. Parce que ça abîme tout, parce que si vous êtes dans le cockpit, vous vous tenez au winch, et vous avez les pieds au-dessus de l'eau. Et puis vous attendez que ça vous roule au-dessus, et puis vous attendez que le bateau il se redresse, hein. Mais le cockpit est rempli d'eau. Donc vous attendez qu'il se vide, puis vous trouvez que c'est très long à se vider. Et puis il y a la prochaine vague, parce que s'il y en a une, c'est qu'il y en a plein d'autres. Et donc vous allez vous dire, vous avez passé une bonne soirée. Ça va durer entre 6 et 15 heures. Donc souvent, ça veut dire que le pilote automatique, le régulateur, il n'est plus assez bon. Donc vous êtes obligé de barrer pendant tout ce temps. Donc vous apportez plein de pommes-potes, de parts céréales, et puis vous apportez les vêtements les plus chauds, et vous allez rester à la barre, accroché, pendant ce temps-là. Parce que sinon, vous allez coucher le bateau tout le temps. Mais j'ai pas le droit de me plaindre, hein. Je vais dans un endroit comme ça où ça va faire ça.
Donc, Et après, on dort 20 minutes. alors là, non, on dort pas. Oui, mais Après, vous pouvez fermer les yeux, vous pouvez dormir des toutes micro-séquences, mais après, oui, après vous dormez 20 minutes. Après, on dort bien. Hein. ça se vraiment, bah ça. Et alors, après un front, après un mauvais temps comme ça, le temps remonte, mais c'est très lent. C'est assez lent, donc ça reste gris avec des grosses vagues, même s'il y a moins de vent, le vent décélère un peu. Et ça reste moche en fait, pendant longtemps, en fait, comme si le temps vous donnait son humeur. Ouais. Et tout ça, en fait, mais quelque part, ça finit toujours par s'éclaircir. C'est ça qui est bien. Voilà. Alors, au baromètre, vous voyez le temps qui est mauvais, qui descend. Et normalement, le front, ça remonte un petit peu et ça redescend. Alors, quand c'est déjà très très pénible, et puis que vous voyez que vous êtes qu'au début du front et que ça va être pire après, voilà, c'est à vous de bien tenir et de bien résister après. Donc, gérer votre mental, le bateau, faire que le bateau tienne. Le bateau est toujours plus fort que le marin, en matière générale. Mais là, vous pouvez casser des choses. Et puis, vous êtes fatigué, donc vous allez vous abîmer tous les doigts. Vous allez saigner. Ah bah oui, parce qu'en fait, vous avez de la force, parce que vous avez de l'adrénaline quand même, il y a de la puissance. Et vous allez vous cogner les doigts, et les doigts vont saigner. Alors, selon le nombre de doigts qui saignent, vous savez à quel point c'est pas bon. Moi, j'ai l'habitude de ça, parce que ça... Et puis après, ça cicatrise, c'est bon. Mais sur le coup, on a l'énergie. Elle n'écoute pas. En termes justement de préparation, parce que ça veut dire préparation physique, préparation technique et préparation mentale, c'est quoi? C'est du fait de la méditation, ce genre de choses? Ouais, alors la préparation physique, moi j'étais devenu vieux et tout raide, hein. Donc ça fait 2 ans que je suis avec une coach sportive pour me retrouver mon corps d'adolescent. Parce qu'en fait on devient tout raide, donc on se plie plus, enfin il y a plein de trucs. Hein. Donc ça c'est la préparation physique, c'est du sport, donc différents sports selon les trucs. Ça c'était super, hein. Je le conseille à tout le monde, même si vous ne faites pas de trucs, c'est trop génial. Et puis... Ah, mais parce qu'en fait plus vous vous sentez bien physiquement, plus vous êtes à l'aise dans votre tête et moins vous allez vous faire mal aux doigts, plus ça va être facile. Plus vous... Mais parce avec que... la coach physique, je veux dire, même si on fait du sport, Ah oui, mais là je fais pas mal de sport là. oui, mais peut-être que vous n'en faisiez pas, vous aviez... Si, vous deviez toujours faire quand même. Non, quand je suis devenu formateur, je suis devenu... Oui, mais après, à côté, vous auriez fait... Ouais, non, on devient vieux et tout mou. Ouais. Moi j'étais devenu vieux et tout mou. Ah bah après, moi, je dis pas pour les autres, hein, je dis pour moi. Non, mais je veux dire... Non, parce qu'en fait on reste dans sa zone de confort et on va pas dans la zone où on se fait mal. Voilà. Et la coach, elle vous emmène vraiment dans vos zones de retranchement et vous apercevez que vous avez presque pas de limite. Et ça c'est génial, même tout le monde. Hein. Le moment où vous sentez que vous allez mourir, elle vous dit allez, plus que 5. Et puis après c'est une escroquerie parce qu'elle dit allez, 5 petits. Voilà. Et puis après vous vous sentez bien et ça vous redonne de la confiance et tout. Ça c'est le physique. J'ai aussi un préparateur mental. Ça peut aider. Je pense que ça peut aider certaines personnes. Moi ça m'aide un peu, mais honnêtement je pense que j'étais relativement bien armé mental. C'est ce que j'allais dire, il faut quand même avoir un bon mental, on peut pas parfois quelqu'un qui... Et puis il faut surtout être bien équilibré avec ses tourments, avec ses démons. Imaginez que vous ayez des comptes à régler avec des gens à terre. Mais vous allez emmener tout ça avec vous. Et vous fuyez pas, hein, vous emmenez tout avec vous. Ah ben ça va être très contrariant. Donc ça c'est problématique. Et puis après, la technique c'est le bateau. Et le bateau, en fait, on peut dire que c'est mon corps, et moi je suis l'esprit. Voilà. Donc en fait on est liés l'un à l'autre. On n'est jamais séparés l'un de l'autre. Et le bateau, je ne peux pas l'abandonner, c'est pas possible. Il y a des gens qui le laissent couler, je ne pourrais pas le laisser couler. Ça, c'est pas... Il faudrait vraiment qu'il soit broyé en deux, etc. Voilà. Je le ramènerai. Donc tout ça, c'est du mental. Et puis, il faut bien voir qu'en étant bien lié à son bateau, le bateau, il va nous protéger quand on sera vraiment à bout. Techniquement, on sait qu'on peut compter sur lui. Donc le bateau, je l'ai démonté, remonté, je le connais parfaitement. Voilà.
En pendentif, j'ai un bout de mon bateau. C'est pas le bouchon. Non, ah, c'est un petit bout du bateau, un petit bout de la coque. Mais non, en fait, ouais, il y a vraiment un lien entre les deux. Mais c'est ça, c'est comme un enfant avec son vélo. Ouais. Eh ben non, parce qu'en fait, on n'a pas le droit au désalinisateurs. Donc si je prends du lyophilisé, je suis obligé de prendre mon eau douce. Donc en point de vue nourriture, c'est votre nourriture à vous, avec des boîtes de conserve, du frais le premier mois, des agrumes que je pourrais garder 4 mois, donc pour la vitamine C, et des boîtes de conserve tout au long du truc. Et les œufs. C'est très lourd. Et des œufs qui se conservent très longtemps. Exactement. Et puis, pour donner une idée, Robin Johnston, celui qui a gagné en 68, il avait emmené 248 boîtes de cornets de bif. Alors, en fait, il a une photo de lui assis sur la palette de cornets de bif en noir et blanc. Alors, humainement, c'est pas possible pour un Français, parce que je deviendrais méchant et assez violent. Mais lui, il l'a fait. Vous voyez. Donc il y a d'autres façons humainement de vivre. Mais non, mais moi c'est pas possible. Moi j'ai de la variété. Donc je m'arrange pour avoir toujours que 3 ou 4 boîtes identiques, mais pas plus. Parce que même quelque chose qu'on adore, hein, si on le multiplie à l'infini, on ne peut plus le payer. C'est 200 jours de variété. Pour faire les rayons, hein. Ah mais ça a été un très gros travail de trouver. Ouais. Et la pêche est autorisée? Ouais, alors on peut pêcher. Le gros problème, c'est qu'en pleine mer, on pêche que des gros poissons. Parce qu'on pêche des poissons pélagiques, donc c'est des poissons qui font ça. Et une dorade coryphène, une bonite, un thon. À chaque fois, c'est des gros trucs. J'ai un frigo, je peux conserver un peu, mais au début, on est super content, et puis après, on en a marre. Autre chose, on devient sentimental. Et quand je pêche, je me sens vraiment coupable d'avoir dérangé ce pauvre poisson qui avait rien à faire. Et qu'est-ce que moi je fais dans sa zone? Et donc des fois, si j'ai faim, il n'y a pas de problème. Hein, ça ne va pas me contrarier longtemps. Mais si j'ai pas très faim, je ne vais pas pêcher parce que je trouve pas que c'est ma place de piquer une vie d'un truc qui est chez lui en fait. Vous allez continuer et finir en Polynésie. C'est un peu la motivation. Mais honnêtement, on discute avec tous les éléments vivants autour à force. Et donc sur les 17, combien vont revenir vraiment? Ah honnêtement, sur les 17, s'il y en a 5 qui reviennent, ce serait honnête. Hein. Voilà, c'est une bonne moyenne. Après... Mais de toute façon, ce qui est certain, c'est qu'on ne reviendra pas pareil. On revient forcément différent. Un peu plus maigre, exactement. Dès qu'on voit les côtes, je rentre. Une haine farouche entrée contre le cancer. Alors, non, mais il y a des bonnes conserves, hein. Il y a des trucs... Moi, j'ai regoûté au salsifis et je me suis dit, c'est vachement bon. Les salsifis. Et faites un mois et demi de mer avec d'autres conserves. Les salsifis, vous allez trouver que c'est génial. Non, faut pas en manger 2 fois, hein, des salsifis. Une fois, mais ça, j'ai jamais trouvé. J'avais une vieille conserve comme ça, j'étais content. Et les petits pois, vous en mangez? Ça roule. Non. Ça roule. Mais non, mais ça fait rien le sacrifier. Si. C'est vrai? Moi, ça m'arrive jamais, je suis une princesse. Ouais. En dehors de manger, est-ce qu'il y a à boire sur le bateau? Alors, à boire des boissons. Alors, en mer, moi, je ne bois pas d'alcool, ou très très peu. J'aurai donc une bouteille de rhum, et puis une bouteille de vin, et puis du vin blanc et vin rouge. Ce sera beaucoup pour la cuisine, pour un petit verre de temps en temps, mais honnêtement, je veux absolument garder la pleine conscience. Et quand je dors les 20 minutes, je suis attaché, hein, j'ai oublié de dire. Si le bateau se couche, faut pas. Souvent je suis à l'extérieur quand je dors, sur un matelas à l'extérieur, donc je m'attache. Mais si jamais je bois, ce qui serait très rare, ça m'arrive quasiment jamais, je m'attacherai directement avant de boire. Le seul risque, c'est de tomber à l'eau. C'est fini. Ça, c'est le seul cauchemar que tous les marins ont, c'est de voir le bateau qui part. Donc...
déjà arrivé. Si je peux me permettre, je ne peux pas couper dans tout ce que vous êtes en train de dire. Je vais rebondir sur ce que vient de dire monsieur. Il vient de parler de boire. Voilà, c'est que l'on avait. Je vais donc rebondir là-dessus. Je vous invite, moi, à venir boire un petit verre de l'amitié. Ça va vous permettre de... Mais on ne va pas s'attacher, on peut boire sans être attaché. On peut boire sans être attaché. Mais lui, il n'a pas le droit. Ah non, mais en mer, j'ai pas le droit. De continuer à vous entretenir un petit peu plus avec Arnaud. Evelyne, excuse-moi. Là, il y a quelqu'un qui me dit qui est cette dame. dame. Pardon, Alors, oui, il faudrait que tu te présentes. Alors, je vais me présenter. Madame Clavé, Madame Lacroix en face de moi. Alors, je te présente d'abord. Allez, vas-y. Alors, Evelyne Clavé est notre adjointe au sport. Voilà. À la Et mairie. voilà, et Une coordonnatrice élue de la mairie. des fêtes de la mer D'accord. et des littoraux, voilà, pour lequel Arnaud est parrain de cette D'accord, édition. Et grand soutien, Evelyne. Et Madame Lacroix, qui est une conseillère municipale chez nous aussi, et qui est en charge de la culture. Voilà, j'ai vu ça. Voilà. Et une autre élue que nous avons ici. Et Marie-Dominique, que tout le monde connaît par contre. Donc voilà. On va en boire un verre, hein. Bah oui. Là-bas. On va pas On se va faire répéter. continuer sans problème. Comme ça, vous pourrez continuer en bavardant devant une très belle. Merci beaucoup. C'était super intéressant.